Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des blessures parce que les sports de combat provoquent ou en tout cas favorisent. On augmente nos chances de pouvoir se blesser, avoir une blessure, plutôt que quelqu'un forcément qui est derrière son bureau ou qui va juste marcher dans la rue. On va avoir des chances de se blesser plus ou moins gravement. Donc on va essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire, quelle attitude il faut avoir, parce que j'ai quand même beaucoup de personnes qui me contactent. Je vais parler un petit peu aussi de mon passé de blessure, et puis voilà, vous allez comprendre un petit peu pourquoi je vous donne ces conseils-là, et puis j'espère répondre aussi à vos interrogations. Voilà, avant de commencer, n'oubliez pas, si vous êtes de passage sur Paris, n'hésitez pas à venir vous entraîner chez nous. NR Fight, c'est le club, le nom du club. Il y a 3 clubs sur Paris. Quand vous êtes inscrit au club, ou quand vous vous abonnez au club, ou quand vous prenez un carnet de cours pour venir vous entraîner, en fait, vous avez accès à nos 3 clubs et vous avez accès à toutes les disciplines de nos 3 clubs, que ce soit lutte à livrer, JJB, MMA, boxe anglaise, boxe thaï, préparation physique pour les combattants. Pour les combattants, peu importe que ce soit loisir ou compétition. Ok? Donc n'hésitez pas à aller voir sur nrfight.com, il y a le lien dans la description. Et sinon, si vous voulez vous entraîner avec nous à distance, c'est fandecombat.com. Vous avez plein de vidéos techniques qui vont vous aider à progresser plus rapidement dans votre pratique des sports de combat ou dans vos connaissances que vous avez déjà. Et très prochainement, on a un site de vêtements, de vente de vêtements, de matériel de sport de combat qui va bientôt être en ligne. Donc je vous en dirai un petit peu plus dès que ce sera déjà là. Voilà, et puis vous aurez des t-shirts un peu comme ça, NR Fight, NR lutte à livrer. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Du coup, je vais vous raconter un petit peu, moi, personnellement, qu'est-ce que j'ai eu comme grosses, petites et grosses blessures dans ma vie. Et puis, les leçons que j'en ai tirées. Et puis, aussi, en ayant bien évidemment consulté des médecins, kinés au préalable, vous donner quelques conseils par rapport à ça. Ok? Du coup, moi, déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que j'ai eu? En fait, j'avais mes 2 épaules qui se luxaient régulièrement. Avant même que je commence la pratique des sports de combat, mes épaules, elles se luxaient. Alors déjà, naturellement, je suis un petit peu enroulé vers l'avant comme ça. Donc ça ne favorise pas du tout la stabilité des épaules. D'accord? Il faut, en général, en général, en fait, ceux qui se déboîtent les épaules, c'est des gens qui ont les bras complètement relâchés vers l'avant, en général. En tout cas, moi, c'était mon cas. Et en fait, elles sortaient déjà depuis toujours, à partir de 12 ans, elles sortaient déjà régulièrement. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans ce cas-là, qui ont les épaules laxes ou voilà, qui se déboîtent assez facilement. Et malheureusement, pour ce genre de problème, il n'y a pas d'autre solution que de se faire opérer. Il y a 2 façons d'opérer, et en tout cas de régler ce problème-là. Celle que moi j'ai choisie, c'est la butée, enfin que j'ai choisie ou que le chirurgien m'a proposé par rapport au sport que je faisais. C'était de mettre une butée en fait, donc il retire un os quelque part, il vous le fixe avec deux vis dans l'épaule, et puis en fait il y a une butée, c'est-à-dire que à la base la tête de l'humérus peut sortir, d'accord, et en fait on va mettre un bout d'os ici et ça va plus pouvoir sortir. Ça ne veut pas dire que votre épaule elle sera incassable, elle sera pas incassable, elle sera voilà, la tête elle sera bloquée. Par contre, il faut absolument renforcer votre épaule pour que votre épaule soit beaucoup plus stable. Okay, épaule, fixateur des omoplates, voilà, tout ce qui est autour des épaules, il faut essayer de le renforcer pour pouvoir faire en sorte que l'épaule soit plus stable. Voilà. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas kiné, mais voilà, c'est ce que j'en ai compris et c'est ce que je fais au quotidien aussi. C'est quelque chose que je suis obligé de faire tout le temps pour avoir des épaules vraiment stables. Donc ça, j'ai opéré 3 fois. Une fois à la droite, une fois à la gauche. Et en fait, j'avais une vis qui s'était cassée. Alors je pense que c'est sur une kimura que je me suis mangé par mon professeur. J'ai une vis qui s'est cassée. Et en fait, on a dû réopérer pour enlever en fait ce qui était cassé. Donc ça, c'était rien, hein, c'est juste ils ouvrent, ils enlèvent ce qui va pas, enfin ce qui est cassé, et puis ils referment et on est bon. Donc rapidement derrière, on peut reprendre. Ça aussi, c'est voilà, les épaules, ça peut être, on a l'impression que c'est une grosse opération, mais en vrai, c'est quoi les délais? C'est 3 mois pour pouvoir reprendre vraiment à notre ancien niveau.
Et c'est 1 mois et demi où on doit quasiment rien porter, rien faire, pas de force. Et au bout d'1 mois et demi après l'opération, on peut commencer à refaire de la force. Alors ça, c'était les protocoles. Moi, quand je me suis fait opérer, je ne sais pas si c'est toujours les mêmes aujourd'hui. Voilà, encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne suis pas kiné. Tout ça, vous devez voir avec votre médecin, votre kiné. Je sais qu'on me demande régulièrement des conseils là-dessus, mais voilà, je peux vous donner mon expérience, ce qui s'est passé pour moi, mais c'est peut-être pas vrai pour tout le monde. Donc surtout, consultez bien médecin et kiné. Ça, on en parlera à la fin de tout ça là. Mais du coup, voilà, j'ai eu mes épaules. Avant ça aussi, bah, je suis né avec un rein qui était nécrosé ou qui était pas bon. Du coup, j'ai qu'un seul rein. En fait, je me suis fait opérer. Alors, ils ont ouvert par devant. Ils ouvraient pas par derrière parce qu'apparemment, il y a plus de nerfs ou de choses à couper, à enlever. C'est plus galère de faire par derrière. Du coup, ils passent par devant, par le ventre. Et ça, on me l'a enlevé quand j'avais 1 an et demi. Et du coup, en fait, mon deuxième rein est 2 fois plus gros. Voilà, 2 fois plus gros pour pouvoir compenser avec l'autre que j'ai pas. Et en fait, aujourd'hui, pareil, apparemment, c'est une opération qui se fait plus. En fait, ils se sont rendus compte que le rein, on n'avait pas besoin de l'enlever, que en fait, il mourait tout seul. Voilà, il se nécrosait tout seul et qu'il n'y avait plus besoin de le retirer aux dernières nouvelles. Voilà. Ensuite, je me suis fait opérer du genou. J'avais en fait, encore ça, c'était une bêtise, mais difficile, voilà, quand on est sur le tapis, de refuser. Mais c'est en tournant avec quelqu'un qui faisait plus de 100 kilos, en forçant un peu avec ma jambe, avec mon pied qui était en complète flexion, donc mon talon était complètement au niveau de mes fesses, et j'ai essayé de le repousser. Et en fait, j'ai entendu comme un peu un craquement sur mon genou. Et à la suite de ça, mon genou, il se bloquait régulièrement. En général, quand un genou se bloque, c'est le ménisque. D'accord, le genou il se bloque, ça veut dire que l'articulation, il y a quelque chose qui bloque l'articulation, qui empêche le mouvement, d'accord, du genou. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est souvent le ménisque qui en est la raison. Donc voilà, j'ai eu la chance que c'était un petit bout, donc ils m'ont retiré un tout petit bout. Ça aussi, c'est une petite opération. En plus, on peut le faire c'est en anesthésie locale, pas en anesthésie générale. On peut le faire en anesthésie locale. Voilà, ils mettent une genre de sonde ou je sais pas, quelque chose. C'est un tout petit trou qu'ils vous font dans le genou. Ils vont chercher le petit bout du ménisque qui dépasse. Ils l'enlèvent, ils referment et c'est terminé. Il y a un autre truc, il y a un autre procédé qui existe, c'est de suturer en fait. Quand c'est vraiment une grosse partie du ménisque, ils évitent d'enlever le ménisque. Parce que le ménisque, en fait, c'est un amortisseur au niveau de l'articulation. Et si jamais vous n'avez plus le ménisque, c'est l'os contre l'os, la tête de l'os contre la tête de l'os. Et en fait, ça va abîmer. Et à terme, c'est arthrose. Et puis à terme, c'est souvent prothèse de genou ou prothèse de hanche ou prothèse d'épaule. Il me semble que ça existe aussi. Donc, il faut éviter. Mais j'ai jamais vu cette opération fonctionner. J'ai jamais vu, dans les sports de combat en tout cas, quelqu'un qui s'est fait opérer de ça et que ça a marché. En plus, c'est un procédé qui prend beaucoup plus de temps parce qu'il faut attendre que ça cicatrise. J'en parlais avec le médecin Jean-Marc Sen et il me disait que c'était la raison très souvent, c'est que les gens en fait ils reprennent trop vite ou ils suivent pas voilà, les délais de la rééducation. Mais voilà, par expérience, moi j'ai eu peut-être 5-6 personnes autour de moi qui ont fait ça et c'est souvent 4, 5, 6 mois de délai. Alors que l'autre, c'est 1 mois et demi, on peut déjà reprendre. Mais 5-6 mois, et en fait, les 5-6 personnes qui l'ont fait, ils se sont tous refait opérer pour en fait enlever le bout de ménisque qui dépassait complètement, enfin qui était cassé. Donc tout ça pour dire, voilà, renseignez-vous bien avant, voir ce que le médecin il vous recommande de faire. Mais moi, en tout cas, personnellement, dans les sports de combat, j'ai jamais vu cette façon-là qui guérissait complètement, quoi. Que le ménisque, il se refaisait et que ça allait, quoi. Voilà. Après, ça doit sûrement marcher dans la vie de tous les jours des gens. Voilà, il ne faut pas les sports de combat, mais dans les sports de combat, j'ai jamais vu ça marcher. En tout cas, tous ceux qui m'en ont parlé. Et la dernière opération que j'ai eue, c'est j'avais une hernie discale. Alors, je sais plus c'était quoi, c'est L1, S5 ou quelque chose comme ça. Bref, c'est tout en bas au niveau des lombaires. J'avais une grosse hernie. Et en fait, le protocole à suivre, c'est ils font un IRM. IRM ou scanner? Non, c'est IRM, il me semble. Voilà, ils voient qu'il y a une hernie. Du coup, ils attendent, voir si ça se résorbe tout seul avec du repos.
Moi, ça ne s'est pas résorbé. Du coup, derrière, ils font une infiltration au bout de 1 mois et demi ou 2 mois. Une première infiltration, ils attendent 1 mois et demi. Je crois que c'est ça à peu près les délais. Hein. Je ne me rappelle pas exactement, mais c'est à peu près ça. En tout, moi, ça a duré 7 mois. Donc, c'est peut-être même plus que 1 mois et demi. C'est peut-être même 3 mois, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on a fait une première infiltration. Ça n'a pas marché. J'avais toujours très mal. On en a fait une deuxième. Ça n'a pas marché. J'ai eu toujours très mal. Et du coup, derrière, avec pareil, mon médecin Jean-Marc Sen, on a décidé d'opérer. Voilà, pour des gens qui sont jeunes, sportifs, en général, on revient bien de ce genre d'opération. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Par contre, il faut, et on va en parler maintenant, mais pour qu'une opération, elle marche, il faut faire une bonne rééducation. Combien de personnes j'ai vu se faire opérer et me dire « Ah, j'ai mal, ça continue de me faire mal ». Enfin, surtout, par exemple, l'hernie discale, si on ne fait pas ce qu'il faut faire derrière, on a toujours des douleurs. Moi, j'avais encore des... Alors, tout de suite après l'opération, wow, au moment où je suis rentré dans la salle d'opération, je pleurais, quoi. J'en avais marre d'avoir mal. Ça faisait 7 mois non-stop que j'avais mal et j'en pouvais plus d'avoir mal. Je pleurais. Et quand on m'a réveillé, wow, j'étais soulagé, quoi. J'avais plus mal, plus de douleur. Par contre, des petites douleurs commençaient à revenir au fur et à mesure parce que j'ai tardé un peu à faire la rééducation, trop confiant de genre ah ça y est, c'est bon, j'ai plus mal du tout, c'est fini. Et non, il faut faire une vraie rééducation, une bonne rééducation, comme pour mes épaules, comme pour le genou aussi. D'ailleurs, le ménisque, c'est peut-être l'opération, c'est la plus petite opération, mais c'est ce qui a mis le plus de temps à revenir, on va dire, normalement. Que j'arrive à faire vraiment un talon-fesse, une flexion totale, un talon-fesse vraiment sans douleur. Et dans notre sport, c'est quand même important, il faut qu'on ait quand même toute cette amplitude-là au niveau du genou. Voilà, quand on met les crochets dans la garde, quand on va pour passer la garde et qu'on passe en pression avec le genou, il faut qu'on ait une bonne mobilité au niveau du genou. Et je ne l'ai pas eu pendant 1 an. Donc ça a mis du temps. Après, bon, ça ne m'a pas empêché de m'entraîner. Mais c'est vrai que c'était un peu embêtant. Et du coup, pour l'hernie, voilà, c'est vraiment important. Peu importe l'opération que vous faites, il faut respecter les protocoles, il faut respecter les temps de repos, il faut respecter la rééducation. Après, je sais que c'est difficile de trouver des gens compétents vraiment. Voilà. La plupart des kinés, la plupart des médecins, ils sont habitués à voir des gens lambda, des gens sédentaires qui ne font pas de sport. Et du coup, ils vont leur apporter des solutions pour ces gens-là. Mais en fait, des gens qui sont sportifs, qui font du sport régulièrement, il faut être encadré par des médecins du sport, il faut être encadré par des kinés du sport qui savent aussi vous faire une réathlétisation. C'est très important. Donc, c'est respecter le temps de repos, donc de cicatrisation, par exemple, si c'est pour le ménisque, qu'est-ce que c'est qu'ils ont voulu suturer, c'est le temps que ça se recolle, ça se reconnecte, j'ai oublié le terme exact. Voilà, il faut respecter tous ces temps-là, c'est vraiment important, le temps de récupération. Derrière, il faut respecter le temps donc le temps de repos et le temps de réathlétisation ou de renforcement musculaire plutôt. On va déjà repartir sur retrouver toute l'amplitude et puis faire un vrai renforcement musculaire, on va dire basique. Et après, on va partir sur de la réathlétisation. Réathlétisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va repréparer le corps aux efforts qu'on va devoir faire pour notre sport. Donc pour les sports de combat, imaginons c'est de la boxe, et je vais me réhabituer à mettre de la force dans mon bras. Donc je peux faire du développé couché, des pompes, etc. par exemple. D'accord? Et puis derrière, reprendre tranquillement. On ne reprend pas à fond. Je sais que ça nous a manqué. Je sais que souvent, le premier entraînement, on se sent très bien parce qu'on a beaucoup d'envie. On a vraiment envie de pratiquer. Donc, on va mettre beaucoup d'envie dans notre entraînement. Et donc, on va se donner à fond. On va vouloir aussi tout de suite, dès le premier entraînement, retrouver le niveau qu'on avait avant de se blesser. Et tout ça, c'est ce qui va mener à encore une fois se blesser ou à se dégoûter. Donc, c'est vraiment important dans un premier temps de reprendre sur des cours débutants, reprendre avec de la technique, reprendre avec des sparring spécifiques et avec des gens en qui vous avez confiance et vous savez qu'ils ne vont pas vous blesser. C'est vraiment important. Exemple, moi, quand je suis revenu de mon hernie discale,
L'un des premiers sparring que j'ai fait, c'était avec quelqu'un qui n'a pas été très intelligent. Il m'a attrapé, et moi, voilà, je tournais tranquille avec lui, plus lourd que moi, peut-être un peu plus énervé, plus physique. Voilà, il voulait me tourner avec moi, c'était un élève, il voulait tourner, il voulait me montrer qu'il avait progressé. Il m'a attrapé la tête, il m'a attrapé les jambes, et il m'a serré comme ça. Donc en fait, il m'a fait tout ce que je devais pas faire pour une reprise, c'est ramener ma tête au niveau de mes genoux, donc me plier complètement comme ça. Et genre, bah forcément, hernie discale, donc fallait surtout pas que je fasse ce genre de mouvement. Et lui, il a fait ça de toutes ses forces et et rapidement, explosif. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais encore une fois, j'ai accepté de faire sparring avec lui alors que je savais que ça allait être une brute ou qu'il allait vouloir prouver quelque chose. Et derrière, bah voilà, bon, il n'y a pas eu de complications, mais j'ai eu un peu mal quand même. Et ça aurait pu être plus grave. Si j'avais pas été préparé vraiment à ça, est-ce que je me serais pas refait mal et repartir pour une autre opération? Donc c'est vraiment important que quand vous revenez, il faut respecter cette étape-là de reprendre tranquillement, refaire de la technique, refaire du drill, il faut reprendre tranquillement. Vous allez reprendre votre niveau, ça va revenir vite, mais il ne faut pas aller plus vite que votre corps ne peut l'encaisser. Ok? Et une dernière chose aussi que je voulais vous dire, c'est que dans cette épreuve, vous serez seul. Vous serez seul dans cette épreuve-là. Combien de fois je vois des gens qui m'envoient des messages, qui sont tristes, qui se sont blessés, ou qui ont eu une infection, ou qui ont eu quelque chose qui les éloigne du tatami et qui se sentent seuls. Donc moi, j'essaie d'apporter mon soutien comme je peux, ou le club, ou le groupe, ou les élèves essaient d'apporter. Mais des fois, on n'est pas toujours au courant que la personne, elle s'est blessée. Et de deux, vous êtes tout seul face à ça, quoi. Vous êtes tout seul. Il ne faut pas attendre en fait qu'il y ait des gens qui viennent chez vous apporter des chocolats. Il ne faut pas vous attendre à ce qu'il y ait des gens qui viennent vous voir à l'hôpital. C'est bien mieux si ça arrive, mais n'attendez pas ça. Parce qu'en fait, vous êtes tout seul en fait dans cette épreuve-là. Et en fait, c'est comme dans tout, vous êtes tout seul dans toutes vos épreuves, dans tout ce que vous traversez, même dans votre vie. Voilà, vous avez peut-être du soutien autour de vous, mais vous le savez, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas compter sur les autres en fait. On peut essayer, moi, voilà, dès qu'il y a quelque chose que j'ai besoin, bah, j'hésite pas à contacter mes amis, j'hésite pas à contacter des élèves, j'hésite pas à en parler à ma famille, j'hésite pas. Mais au bout du compte, si personne ne peut vous aider, eh ben vous serez tout seul en fait. Et là, en l'occurrence, une opération, vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul. Vous pouvez demander des conseils, vous pouvez envoyer un message. Par exemple, si quelqu'un se blesse au club, n'hésitez pas à envoyer un message par mail. Demandez conseil. Parlez-nous aussi de vos blessures. On est à l'écoute, on essaie de voir, on essaie de vous encadrer du mieux qu'on peut. Maintenant, voilà, il y a beaucoup d'élèves au club et c'est compliqué de savoir qui fait quoi, qui devient quoi, etc. Donc n'hésitez pas, dès que vous vous blessez, envoyez un mail, comme ça au moins on est au courant, on sait que vous êtes blessé. Si on peut et qu'on y pense, on essaiera de vous envoyer un message régulièrement, mais très sincèrement, vous serez tout seul. Moi, je me rappelle très bien. Pourtant, j'étais dans un club très familial, je pense que tout le monde m'aimait bien, mais quand je me suis fait opérer, il n'y a personne qui m'a envoyé un message. Personne. Parce que vous êtes tout seul. C'est pas parce que les gens ne vous aiment pas, c'est pas parce que le club, il veut que mon argent, il en a rien à faire quand je suis blessé. En fait, on n'est pas forcément au courant. Et de deux, encore une fois, vous êtes tout seul face à ça. C'est votre épreuve. Et je vous assure que vous en sortirez plus grand. Moi, chaque blessure, elle m'a apporté quelque chose. Chaque blessure m'a permis d'avancer plus vite dans un autre domaine. Exemple, par exemple, quand j'ai eu mes épaules, ça m'a permis d'avoir mon diplôme en STAPS, en fac de sport. Mon autre blessure, mon hernie discale, ça m'a permis de me focus sur mes enfants qui étaient nés il n'y a pas très longtemps et sur mon projet du club aussi. J'ai pu me focus un peu plus sur mes élèves. Voilà, c'est comme je disais, j'en parle souvent aux élèves, c'est une blessure, elle vous éloigne un peu du tatami, mais en fait, ce qui se passe en dehors du tatami est tout aussi important que ce qui se passe sur le tatami. Exemple, j'ai travaillé, et puis maintenant, je suis au chômage. Je suis au chômage pendant 1 an, je vais en profiter pour pouvoir m'entraîner un peu plus, essayer de voir si si je peux lancer une carrière. Le problème, c'est qu'en 1 an, vous n'arriverez pas à lancer une carrière. Donc, on ne peut pas se compter sur 6 mois, 1 an de chômage, comme beaucoup font en France, ou compter sur le fait que vous allez avoir, je sais pas, vous avez réussi à trouver un petit truc, un truc qui peut vous dépanner, ou vous avez eu, je sais pas, un héritage, vous pouvez vous entraîner pendant 1 an et demi, 2 ans.
Ça ne suffira pas à construire votre carrière et à vous lancer vraiment là-dedans. C'est 5 ans, 10 ans. Il faut compter sur 5 ans à 10 ans d'entraînement intensif. Donc, construisez quelque chose en dehors du tatami qui va vous permettre de continuer pendant 5 ans à 10 ans. Ne vous dites pas pendant 1 an, je vais pouvoir gagner ma vie avec le MMA. Je vais pouvoir être champion du monde en jiu-jitsu brésilien. Je vais pouvoir... Non, ça n'existera pas. Et j'en ai vu beaucoup se rétamer comme ça. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils s'entraînent. Ils ont un travail. Hop, ils veulent se consacrer à fond sur leur entraînement. Bon, encore une fois, bref, ils ont eu de l'argent. Soit ils ont de l'argent qui tombe tous les mois, soit voilà, avec le chômage ou un héritage ou autre chose. Donc ils arrêtent complètement tout ce qui se passe en dehors du tatami, ils l'oublient complètement. Et en fait, ça, c'est une grosse erreur que beaucoup font. On pourra peut-être en parler dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais c'est une grosse erreur que beaucoup font parce que qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, au bout d'1 an, 2 ans, les gens doivent reprendre une vie, doivent payer des factures, ils doivent avancer dans leur vie. Ils ont peut-être une copine, une femme, ils ont peut-être des enfants. Au bout d'un moment, les factures, elles nous rattrapent. Et l'âge, on avance dans notre vie, hein, on avance normalement. À 18 ans, on n'a pas les mêmes factures normalement qu'à 30 ans, 35 ans, 40 ans. Donc, c'est normal. Et il faut préparer ça pour ne pas être débordé et devoir avoir après à choisir entre l'entraînement et le travail. Non, trouvez, réfléchissez à un moyen de gagner de l'argent, soit en étant sur le tatami, soit je sais pas, le moins de temps possible et le moins d'énergie possible en dehors du tatami pour que vous puissiez être productif sur le tatami. Pareil, ça ne sert à rien d'aller travailler dans la sécurité la nuit pour après la journée aller s'entraîner. Ça ne sert à rien d'aller travailler sur des chantiers la journée pour après le soir aller s'entraîner. C'est trop dur physiquement. Vous n'allez pas tenir. Donc, voilà. Pour revenir au sujet, c'est si vous êtes blessé, réfléchissez sur quoi vous pouvez avancer pendant ce temps-là pour que votre retour sur le tatami se passe bien et que vous puissiez avoir une longue pratique dans les sports de combat. Voilà. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Elle a été un peu plus longue que prévu. J'espère que ça vous a plu. Le sujet que j'ai abordé, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se blessent et voilà, qui souvent viennent me demander des conseils. Là, vous avez tous les conseils, en tout cas tout ce que je dis à ces personnes-là qui rentrent en contact avec moi. N'hésitez pas aussi à nous faire des petits retours d'expérience dans les commentaires. Encore une fois, à la fin de la vidéo, allez récupérer sur Fan de Combat. Il y a une vidéo gratuite rien que pour vous dans la description. Et puis, voilà, pour ma part, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Ossa!